Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce quatrième et dernier webinaire des portes ouvertes éco-bâtisseurs, en tout cas de l'édition 2020, qui a quelque peu joué les prolongations. Les portes ouvertes, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, en temps normal, en fait, il s'agit d'un événement qui a lieu tous les ans au mois de novembre sur 2 week-ends, qui permet de visiter toute une série de bâtiments construits ou rénovés de façon durable. Alors évidemment, en 2020, la situation a été quelque peu compliquée en raison de la crise sanitaire qui est passée par là, et nous nous sommes rabattus donc, sur une série de webinaires. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de logement modulaire et évolutif, qui est effectivement un concept assez peu répandu et particulièrement intéressant. Imaginez un logement qui puisse évoluer avec vous en fonction des étapes de votre vie. Vous commencez jeune couple, vous avez des enfants, hop, on étend un petit peu la maison. Les enfants s'en vont, la maison devient trop grande, ben, on peut très bien la rediminuer ou la scinder pour pouvoir, imaginons un habitat kangourou, par exemple. Et pour parler de ça, ce soir, avec nous, nous avons Lionel Delatte et Gaëtan Decartes, tous les deux de l'atelier de l'avenir, donc qui ont mis au point une technique de construction à base de ceinture bois. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est parfait. Et donc voilà, on va découvrir une de leurs maisons CIMED, donc qui est un principe constructif qu'ils ont développé et qu'on va découvrir donc en live ce soir. Ils nous attendent là justement dans la maison pour faire un petit tour. Alors l'idée évidemment du webinaire, malgré le médium un petit peu particulier de la visioconférence, se veut malgré tout interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Vous avez en bas de votre écran une petite icône discussion. N'hésitez pas à relayer vos questions, vos points d'incompréhension. Et mon collègue, alors Dimitri, qui est également ici, bonsoir Dimitri, se chargera alors de parcourir tout ça et de relayer donc les questions au fur et à mesure. Je propose qu'on commence assez rapidement dans le vif du sujet, avec donc le petit tour de cette maison, ce projet Sol et Vase à Saint-Georges-sur-Meuse. Gaëtan, Lionel, je vous laisse la parole pour découvrir ce projet. C'est avec vous. Merci Benoît. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Petit exercice particulier ce soir, un webinaire avec une visite interactive en live. Donc, je pense que ça va être une première pour moi, peut-être aussi pour Lionel. Donc, on va essayer de faire ça de façon la plus simple possible. Donc, n'hésitez pas à interagir. Dimitri reviendra vers nous avec vos questions. Si aussi vous avez des soucis au niveau de la compréhension, au niveau de l'audition, n'hésitez pas à faire remarquer. On a avec des téléphones, donc on a un ordi, donc voilà. Le son, la lumière n'est peut-être pas optimisée, donc n'hésitez pas à faire vos remarques pour que vous soyez le plus confortablement, vous puissiez nous suivre le plus confortablement. Donc on est vraiment donc, ici dans un premier projet pilote qui a été réalisé avec le système constructif CIMED, donc un système constructif industrialisé de maisons évolutives, durables, économiques. Donc un projet que nous avons développé depuis plusieurs années avec toute une série de partenaires. On a l'occasion d'en revenir. Et donc, on a réalisé donc, ce premier projet pilote, donc ici à Saint-Georges. Alors, sur ce premier projet, on a un projet pilote de 4 maisons qui sont représentées donc, ici sur le plan de permis de bâtir, où il faut vraiment parler que c'est un projet collaboratif. Hein, on y reviendra aussi donc, dans la présentation. Avec d'un côté donc, la commune de Saint-Georges, qui a vraiment été aussi à l'initiative de permettre la construction de ce projet, et le bureau d'architecture urbaine pour toute la conception architecturale que vous allez voir au niveau des maisons. Donc vraiment, ici, l'apport de l'atelier de l'avenir joue un peu le rôle de promoteur, mais également de toute la mise en application du système constructif CIMED. Alors, donc, on est, pour le moment, on est plus ou moins ici, donc, face à la prochaine cuisine. Donc au niveau de la maison. Donc on a sur ce premier projet pilote 2 maisons qui ont été réalisées. Une première donc, qui est une maison 3 chambres et une deuxième qui est une maison 1 chambre. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ces 2 projets? C'est vraiment pour voir, comme Benoît l'a introduit dans sa petite présentation,
c'est de se dire qu'on peut partir d'une maison relativement restreinte et alors venir à ajouter des éléments au fur et à mesure pour avoir vraiment un logement qui s'adapte dans le temps. Donc voilà donc un peu pour introduire le projet. On va parcourir maintenant un peu donc, les différents détails au niveau du système. Donc tout d'abord, on va d'abord s'attaquer à la partie vraiment système constructif, donc vraiment plutôt la stabilité du bâtiment. Donc dans le cas des maisons à Saint-Georges, on est vraiment sur un bâtiment qui est sur un vide ventilé. Donc, on a vraiment donc, un système au niveau de fondation qui sont des semelles filantes, des éléments porteurs en périphérie du bâtiment. Et sur ces éléments qui sont en périphérie, on vient alors apposer une structure principale, donc une première structure, avec donc, des poteaux et des colonnes, là en lamelé collé, qui vont être vraiment donc, le squelette du bâtiment. Donc voilà, donc là on peut voir alors, quelques illustrations lors du chantier. Donc c'est vraiment donc, tous ces éléments, aussi bien donc, la partie fondation que la partie caisson, la partie poteau-poutre, qui va vraiment assurer la stabilité du bâtiment. Sur ces éléments porteurs, on va venir appliquer toute une série de caissons. On appelle ça des modes dans notre jargon. Donc des caissons vraiment de remplissage qui vont venir se mettre à différents niveaux dans cette structure poteau-poutre. Donc les premiers éléments, ce sont donc les éléments de façade, ce sont vraiment des caissons appliqués en façade qui viennent se mettre entre le poteau-poutre. On a également donc, des éléments de plancher. On n'entend pas très bien avec le masque, si tu peux. On a des éléments de plancher qui viennent alors se mettre aussi bien, comme je le disais, au niveau du rez-de-chaussée qu'au niveau donc, du R+1. Et alors, on a également donc, des modules de toiture qui sont là appliqués vraiment comme un chapeau sur les murs mansardés de ce projet à Saint-Georges. Donc voilà, on va parcourir en détail un peu ces différents éléments. Donc, tout d'abord, on va revenir sur cette thématique donc, de poteau-poutre et de caisson de façade de remplissage. Donc là, on a vraiment ici le détail, donc les différentes couches que compose le mur extérieur. Donc on a d'abord, au niveau du toit, on a une colonne qu'on ne voit pas, qui est cachée donc, par la contreplason. Sur cette colonne, on a donc une poutre en haut et on a donc la partie béton en dessous. Et on vient vraiment appliquer un caisson, ici donc vraiment un élément en ossature bois, isolé, étanche à l'eau, étanche à l'air, qui vient vraiment s'appliquer sur cette structure première. Donc ça, c'est ce qui va conférer vraiment au bâtiment son côté étanchéité à l'air, son côté étanchéité à l'eau côté extérieur et son côté isolant. Tous ces éléments sont des éléments qui ont été étudiés pour être disposés les uns à côté des autres. Donc là, ce caisson que vous voyez ici, c'est un caisson qui fait 1,20 m. Et donc là, toute la partie évolutive du bâtiment est constituée de caissons d'1,20 m, avec la gestion donc, au niveau donc, des jonctions, avec des systèmes qui permettent justement de pouvoir agir sur un caisson sans devoir agir sur l'ensemble de la façade. Ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on voulait construire dans le projet. Sur ce caisson principal, on peut y adjoindre alors différentes couches complémentaires. Donc ici, dans le cas de Saint-Georges, on est dans une situation, dans un couloir aérien, avec l'aéroport de Liège-Airport pas loin. Donc on a une contre-cloison ici, également décomposée sur cette base de 1,20 m, constituée également d'une ossature et qui peut alors recevoir des éléments, donc des ajouts de panneaux qui ont une double fonction, qui vont améliorer donc, le confort acoustique, mais qui vont aussi conférer une résistance au feu au niveau d'une façade. Donc ça, ce sont vraiment la deuxième partie donc, qui est ces éléments. Et alors, sur cette double composition, on vient ajouter du côté intérieur des finitions qui sont variables. Vous voyez dans le projet ici, donc ce sont des plaques de plâtre ou des plaques à base de bois qui ont été illustrées. Et sur le côté extérieur, là, malheureusement, on n'aura pas de vue à l'extérieur, mais on a deux types de bardages qui ont été appliqués. Dans ce cas-ci, c'est un bardage métallique au niveau d'une tôle ondulée et d'un bardage en ceinture bois vertical ajouré. Donc voilà, donc ici, c'est important de bien savoir. Je vais peut-être, tiens, Lionel, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment est-ce que finalement on peut faire évoluer cette façade?
Donc en fait, là, la façade qu'on a ici est une façade 100% évolutive. Donc on pourrait se dire que le caisson qui est là de 1,20 m pourrait être retiré pour mettre assez facilement une autre porte, une autre fenêtre. Cette fenêtre pouvait être déplacée à droite et inversement aller remplir à gauche avec un élément de remplissage. Ou on pourrait se dire qu'on étend à ce moment-là ce mur-là vers le jardin et que tout le mur bouge vers la partie arrière et également au niveau latéral. Donc toute cette partie-ci que vous voyez, ainsi que la partie du pignon qui est là, elle est 100% évolutive parce qu'elle se situe sur le terrain, sur des parties qu'on peut évoluer, alors qu'à contrario, le mur que vous voyez là, qui est le grand mur blanc, lui est un mur qui a un alignement de façade. Donc avec la commune, on ne peut pas évoluer sur ce mur-là, parce que c'est l'alignement de façade et à rue qu'on doit respecter. Donc voilà, ici, l'évolutivité a été disons, ciblée sur certains murs, parce qu'on ne peut pas évoluer dans tous les sens, il faut rester réaliste. Et donc, le principe vraiment de cette évolutivité, parce qu'on en parle, mais elle a plusieurs aspects. On a l'évolutivité du volume. Donc, comme on le voit et comme vous avez pu le voir dans la première petite vidéo, on peut passer d'une maison assez simple parce qu'on a des moyens et un capital au départ qui convient à cette construction. Et quand la famille s'agrandit ou la famille évolue, peu importe dans quel sens, la maison peut évoluer et aller jusqu'à même une phase par la suite où on peut imaginer un bâtiment qui est divisé par la suite parce qu'on a également une partie de mur mitoyen qui peut séparer la maison acoustiquement au niveau RF et au niveau feu. Ça, c'est la partie évolutivité au niveau du volume. Après, l'évolutivité s'entend également sous un terme qu'on a donné adaptabilité, qui est changer une partie de parement, déplacer une fenêtre, modifier à un endroit une porte et pouvoir simplement adapter la maison à des besoins qui changent parce qu'une chambre devient un bureau, qu'un bureau devient une cuisine, peu importe. Et à ce moment-là, les fonctions peuvent changer et donc il faut que les éléments de façade puissent également changer. Et alors, on a la liberté, qui est aussi une évolutivité que nous, on définit ici, par la liberté de se dire que vu qu'on a un système de squelette en poteau-poutre, les cloisons intérieures sont complètement libres et ne sont pas porteuses, ce qui nous permet de moduler l'intérieur et de pouvoir recomposer différemment le logement. Ok, merci Lionel pour cette explication. C'est vraiment là le côté magique du système, c'est-à-dire que le bâtiment n'est pas figé et qu'il veut vraiment évoluer dans le temps. Alors, au niveau de cette construction, avec l'apport encore du bureau d'architecture urbaine, on a eu d'autres concepts qui ont été mis en œuvre, et notamment donc, au niveau donc, des parties techniques, donc d'avoir une centralisation au niveau technique spécial, avec le terme donné par l'architecte, le bloc moteur. Qu'est-ce que le bloc moteur? C'est un élément central qui incorpore directement l'escalier, ainsi que toutes les techniques principales. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté l'élément buanderie, qu'on va aller voir, de l'autre côté, on a le mur principal de la cuisine, et à l'étage, on a la salle de bain. Donc, on a vraiment une colonne vertébrale qui va permettre de distribuer les principales techniques. Avec l'escalier qui est intégré dans ce bloc moteur également. C'est ça. Donc ça, c'est le premier concept. Et l'autre concept qu'on verra un peu moins aujourd'hui, c'est ce concept de toiture inclinée, puisque ce sont des toitures inclinées qui sont transportées à plat. Je ne sais pas ici, si on peut voir le camion qui transporte donc les deux pans de toiture. Et avec un système de charnière, la toiture est déployée au niveau du sol, avec déjà donc, l'échelle du couvreur qui est installé. Et puis, c'est vraiment donc, comme un chapeau, une charpente 3D qu'on vient poser sur les murs de l'étage. Donc ça, c'est ce qui confère vraiment donc, un côté très rapide au niveau de la construction et surtout d'une étanchéité, aussi bien au vent qu'à la pluie pour pouvoir attaquer les travaux à l'intérieur de la maison. Voilà. Alors, on va aller voir en détail ces nouveaux concepts. Et là, on peut voir le bloc moteur, donc la partie cuisine qui se trouve de ce côté-ci, où la cuisine n'est pas équipée dans les logements, ainsi que le revêtement de sol, parce que voilà, c'est des éléments qui sont assez personnels. Donc, on finit la maison plus que gros œuvre fermé. Dans ce cas-ci, à Saint-Georges, les sols et les meubles de cuisine et l'îlot central qui peut venir par ici, la partie salle à manger et la partie salon, là c'est chaque personne qui peut aménager comme elle le veut. Donc, on a également donc, ici, sous l'escalier, on a une toilette directement intégrée
qui vient alors là aussi se marier dans le projet, puisque là, on avait vraiment tout un plateau ouvert avec l'intégration d'une toilette vraiment très discrète, si je peux me permettre. Alors voilà donc au niveau du bloc moteur, donc le détail technique. Donc chaque emplacement a été défini pour recevoir son utilité, donc aussi bien du coffre électrique que la partie évacuation au niveau toilette, le côté chaudière avec les connecteurs, et puis donc on a le groupe de ventilation pour la partie extraction. Donc tous les éléments ont une position précise qui permet alors de préparer l'ensemble des fixations, l'ensemble des trous, l'ensemble des percements, pardon, dès l'atelier, dès les machines de coupe, pour pouvoir alors que chaque tuyau puisse aller à sa place, sans devoir repercer sur chantier. Et donc là, on le comprend directement que ce qui va être au-dessus de nous, donc la partie juste au-dessus de la buanderie, est la salle de bain, pour justement avoir une facilité au niveau des éléments. Dans le projet de Saint-Georges, on a eu le module 3D sans avoir encore le pré-équipement technique. Ça, c'est la prochaine étape qu'on veut atteindre. C'est vraiment d'arriver avec un bloc moteur équipé directement pour pouvoir être appliqué sur le champ. Donc voilà au niveau donc, des techniques, ce qui permet aussi donc, de centraliser donc, toutes les sorties au niveau des chambres de visite. Je propose d'aller faire un petit tour à l'étage. Donc voilà, donc là on est au-dessus de la buanderie. Donc on est donc dans la salle de bain. Donc ici, on a remonté, l'architecte a été de travailler avec donc, des murs qui ont moteur mansardé. Là, dans l'intérêt de pouvoir optimiser vraiment les volumes disponibles et d'avoir un coût qui soit aussi là, le plus économique, le plus optimisé par rapport à la taille du projet. Donc on a vraiment des murs mansardés sur 1,70 m et puis on a vraiment toute l'ouverture ici donc, au niveau du fait, aussi dans la salle de bain que dans les chambres. Voilà, ça c'est aussi sur des aménagements qui peuvent être réalisés par la suite en ajoutant une mezzanine ou quoi que ce soit. Ça reste encore possible. Donc, équipement assez basique, comme pour les autres finitions, pour permettre aux futurs acquéreurs de pouvoir apporter sa touche personnelle au niveau des finitions. Donc là, on a le couloir qui distribue donc, différentes chambres. Donc, on a deux premières chambres. Et puis alors, on arrive sur la plus grande des chambres. Donc voilà, donc avec toujours cette ouverture donc, sur le fait, sur la pointe de la toiture. Et ici, donc, on retrouve donc, les éléments vraiment de la décomposition des caissons de toiture, puisqu'on a la double poutre, hein, ici qui sont les entrées, donc, la poutre de gauche à partir de la toiture, au port de toiture de gauche, qui est vraiment le grand chapeau que je vous ai montré tout à l'heure. Et la poutre de droite appartient au caisson suivant. Et donc, l'ensemble de la toiture est posé, caisson par caisson, comme le reste du projet. Alors, autre particularité au niveau du projet à Saint-Georges, c'est qu'on a mis en place également, et ça, c'est pas toujours évident avec l'usage du bois dans les constructions, un plancher acoustique. Donc, un plancher qui permet vraiment d'isoler l'acoustique entre l'étage et le rez-de-chaussée pour ne pas que vous soyez embêtés quand vos enfants jouent dans leur chambre. Là, c'est le côté un peu confortable. On a dû jouer donc, avec un matériau qui est très léger, ils sont très légères, et donc là aussi, la géométrie technique pour arriver vraiment à des performances qui sont très confortables. Petite particularité aussi au niveau de la gestion des finitions, pour revenir au concept de l'utilité, je vais repasser donc, la parole à Lionel. Peut-être ici, je trouve qu'on pourra être bien les caissons dans la principe de décomposition d'une façade évolutive. Voilà, ici on a pris le parti de montrer et de tester également avec deux arêtes cornières sur notre cloison Metal Stud qui permet de montrer les différents modules. Et donc ici on voit que là il y en a deux, puis un module
qui permettent de faire évoluer. Donc, si une fenêtre devait être ajoutée là-bas, on peut simplement enlever le caisson et rajouter une fenêtre. Le mob peut être fait en atelier et tout ça peut être posé en moins d'une journée, démonté, remonté, sans aucun problème, sans altérer voilà, la vie ici, et même garder la contre-cloison intérieure durant la modification du mob par l'extérieur et donc faire office de bouchon de chantier. Donc ici, c'était nous un test qu'on a réalisé pour pouvoir voir les types de finitions qu'on avait pour aller jusqu'à une optimisation maximale de l'évolutivité et se dire que même les joints entre les plaques, on ne doit pas refaire l'entièreté du mur au niveau des plaques de gyproc, on refait juste les angles sur la partie où on est intervenu. Alors que, voilà, à contrario, ici, on a fait des murs qui sont continus. C'était pour essayer de regarder au niveau de la finition jusqu'où on pouvait aller dans cette évolutivité, dans cette rapidité d'évolutivité. Voilà. Ok. Donc, voilà pour la partie à l'étage. Donc, on va redescendre. J'espère que vous avez suivi dans les mouvements dans le bâtiment. Voilà, on est revenu au point de départ. Petite visite, je pense, de 20 minutes. Voilà, je ne sais pas s'il y a une première série de questions, Dimitri. Non, à ce stade, il n'y a pas vraiment de questions. Je veux dire que le son n'est pas toujours facile à capter. Donc, voilà, si jamais il y a des éléments que vous voulez qu'on réexplique, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Oui, on va nous repasser sur la présentation PowerPoint et être fixe devant l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, on peut, s'il y a des points qui ont été compris et qui ne sont pas abordés comme vous le vouliez dans la présentation, on pourra par la suite. Alors, on a une question de Lila, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà monté des toitures plates? Alors, en fait, le volume qu'on a visité ici au-dessus, c'était la chambre. Et la partie qui est une extension maximum, là, c'est un volume en toiture plate. Donc, nos modules qui sont les modules de dalles, qu'on a pu voir, modules dalle-toit qu'on va reparcourir, sont en fait des modules de toiture plat exactement similaires, sauf qu'il y a un isolant qui peut être ajouté et qu'on a une étanchéité, bien sûr, qui va se rajouter. Donc, la partie ici est en module en toiture plate. Donc, en fait, l'évolution par rapport à la maison 1, si je puis dire, la maison 2, donc là, on est dans la maison 1. La plus petite maison, qui est une maison une chambre, s'arrête ici dans l'alignement qu'on voit avec le spot. Donc ici, c'est un petit salon, petite cuisine, petite salle à manger avec une maison, une chambre. Ça, c'était vraiment la plus petite des maisons, avec quand même la buanderie. Alors, on a fait une première extension, ça c'est l'étape 1, et alors une deuxième extension. Donc ça, c'était pour montrer l'évolutivité. Et on pourrait également agrandir vers la partie jardin ou agrandir jusqu'à la limite de propriété de ce côté-là, en sachant, comme on l'a dit, que le mur qui est ici sur la partie façade et le mur du bout, eux, ont été des alignements qui ont été définis avec la commune pour limiter au niveau de l'extension du permis d'urbanisme, parce qu'on ne peut pas faire évoluer dans tous les sens. Donc voilà, je ne sais pas sur ce plan, si Gaëtan, tu veux rajouter quelque chose? Donc voilà, donc sur le plan donc, de permis, donc on a vraiment donc, l'élément central de la maison qui est appelé la ligne directrice du projet architectural, qui va être en R+1 avec une toiture inclinée, et le côté annexe évolution vers le jardin, qui est sur un rez-de-chaussée, toiture plate. Et la maison 2 dont on parlait, qui est la plus petite maison, pardon, qui est ici, c'est pas simplement la même maison, mais qui est tournée dans l'autre sens, pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc, il y a eu l'extension 1 en longueur et puis l'extension en profondeur. Voilà un petit peu. Et donc, justement, en termes de permis, il y avait une question de savoir comment ça se passait avec l'urbanisme. Quelles sont les conséquences de l'évolutivité? Il faut demander un permis ou comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on a plusieurs possibilités à ce niveau. On peut avoir donc, un permis, d'abord, qui peut être phasé. Je veux bien que tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais. Donc, on peut avoir vraiment donc, déjà, donc, dès le premier permis déposé, avoir des possibilités d'évolution qui sont déjà envisagées. Ça, pour moi, c'est une première possibilité.
Une deuxième possibilité, on peut avoir un permis qui est le permis du projet, je veux dire, qu'on envisage, et on ne construit qu'une partie. Et alors là, à ce moment-là, est-ce qu'on peut ajouter, sans faire de correction, Lionel, si on est par rapport au… Au niveau code d'été, vous avez un maximum d'années pour construire ce projet-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé, qui est moins facile que la partie phasée. Et autrement, ce qui s'est passé ici dans le cadre de Saint-Georges, c'est également d'avoir un accord avec la commune, ici un accord cadre, qui permet de se dire qu'on acceptera une évolution de la maison ou un agrandissement de la maison si elle se fait sur cette zone-ci et sur cette zone-là. Et par contre, cet alignement doit être garanti. Donc voilà, ça c'est… Dans ce projet-ci, la commune a voulu aller dans le sens de proposer des logements évolutifs, adaptables et avoir des jeunes qui reviennent dans la commune. Donc, il y a vraiment cette volonté d'essayer de faire des bâtiments accessibles qui peuvent évoluer et leur donner la possibilité d'évoluer vers certaines, voilà, dans certaines mesures. On ne peut pas évoluer dans tous les sens non plus. Et c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas aussi… c'est pas non plus raisonnable dans chaque projet de pouvoir se dire que la maison gonfle dans tous les sens. Et on reste assez pragmatique là-dessus. Ouais, donc je pense que là, le contact initial avec la commune est important dans ce genre de projet, qu'ils soient déjà aussi conscientisés de ces évolutions potentielles. Ce sera toujours plus facile dans le futur. On va peut-être passer sur l'ordinateur. Maintenant, on pourra continuer à répondre aux questions. Une petite question d'Anne-Sophie qui demande si le système CIMED et les concepts techniques sont-ils adaptables avec des matériaux et des systèmes de construction durables comme passif, bioécologique, isolation, coton, laine de bois, toit vert, récupération d'eau de pluie, etc. Donc, ici, vas-y, tu veux répondre, Gaëtan? Donc, au niveau du système, donc les caissons sont définis avec une certaine composition, mais cette composition, en termes de choix de matériaux, n'est pas figée, dans le sens où, au niveau de l'isolation, c'est l'isolation en fibre de bois dans le caisson principal, et puis on a donc une isolation en laine de roche pour conférer le côté résistance au feu dans la contre-cloison. Voilà, ce sont des éléments qui ont été aussi réfléchis en étant un optimum entre le coût, l'épaisseur et le choix du matériau. Donc voilà, c'est vraiment la réflexion qui a été faite, sachant que le côté durable faisait partie de la réflexion. Alors oui, il y a peut-être d'autres matériaux au niveau écologique qui sont plus écologiques que ceux que je vous ai cités. Voilà, c'est aussi toujours l'optimum à trouver. Donc, je dirais que le système n'est pas fermé à avoir de l'adaptation sur certaines compositions, mais voilà, on ne va pas pouvoir accueillir des épaisseurs trop importantes au niveau isolation, parce que l'ensemble des éléments viennent vraiment s'imbriquer les uns par rapport aux autres. On a quand même dans les caissons principales, dans ce projet particulier, il y avait quand même une grosse performance acoustique qui devait répondre. Donc c'est pour ça qu'on a également rajouté pas mal de masse et qu'on a également la laine de roche. Mais la laine, la fibre de bois et la laine de bois à l'intérieur des caissons est plutôt un isolant écologique qui a une très bonne inertie, et même au niveau déphasage au niveau de l'été qui est assez bon. Donc voilà pourquoi le choix s'est porté là-dessus. Au niveau de la contre-cloison, on pourrait imaginer d'avoir une contre-cloison qui soit faite avec un tout autre système, puisque la contre-cloison vient apporter un confort thermique supplémentaire ou un confort acoustique supplémentaire. Ici, on a atteint un K28, donc quand on parlait de passif, on est quand même pas si loin. On est en A, de toute façon, au niveau de la PEB. Mais on pourrait imaginer que la contre-cloison, qui est une contre-cloison technique, puisse s'isoler avec un autre type de matériau plus écologique ou autre. Voilà. Le système vraiment de MOP qui s'intègre dans le squelette poteau-poutre Saturbois, lui, vraiment le mob du mur reste assez standard dans ses dimensions hauteur, dans ses dimensions largeur, la manière dont il s'intègre. Et la contre-cloison intérieure, elle peut être réétudiée par la suite, ou on peut également imaginer qu'un volume peut être fermé, gros œuvre, très rapidement, on va le voir dans les vidéos, et que la personne fait les finitions intérieures. Et à ce moment-là, elle a un bâtiment qui est étanche à l'air, étanche à l'eau, comme Gaëtan l'a dit. Tous les corps de métier peuvent venir travailler et les finitions intérieures et les contre-cloisons intérieures, que ce soit des plaques de plafonnage ou que ce soit autre chose, peut être fait tout à fait différemment. Je ne sais pas si on passe sur l'ordinateur maintenant. Ouais, on va peut-être passer, comme ça le son sera aussi peut-être meilleur. Donc on va faire un petit switch et vous me dites si ça marche bien. Le temps du switch, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il est possible de prévoir des fenêtres de toit, type Velux dans la partie toit incliné?
Donc voilà, pour répondre à la question en attendant que Lionel essaie de résoudre le petit souci avec l'ordinateur, je vais répondre à la question par rapport à la fenêtre au niveau de la toiture. Voilà, donc, je reviens donc ici donc, sur le concept d'évolution au niveau des toitures. Donc on voit donc, sur une évolution possible où on a donc, là alors un Velux qui est intégré, donc c'est conceptuel ici. Mais oui, donc le système peut recevoir une fenêtre de toiture sans souci, quoi. Il n'y a pas eu d'application sur les projets pilotes, mais pour moi, il n'y a aucun souci d'intégrer ça dès la fabrication d'atelier et avoir ça imposé sur chantier. Parfait, donc là, si tout le monde nous entend bien, il y a pas encore une question à répondre, non? C'était bon au niveau du Velux, tout était... Donc Velux, oui. Voilà, ok, donc on va démarrer la présentation. Donc pour nous présenter rapidement, donc je suis Lionel Lelat, je suis architecte de formation, et Gaëtan Decars, qui est responsable Business Unit Manager aux Ateliers d'Avenir et Atelier Monceau, et qui est ingénieur de formation. Donc à nous deux, on fait presque un homme parfait, comme on dit. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez tous la présentation. Donc on va revenir sur certains concepts, mais je veux aussi surtout commencer par présenter la société, donc la partie Atelier de l'Avenir. Donc je disais donc le concept CIMED, donc le système constructif, donc la marque, l'Atelier de l'Avenir qui est l'entreprise qui a conçu, qui fabrique le système et qui a fait la promotion donc ici sur le projet à Saint-Georges. Et puis alors, on a encore une entité au-dessus donc, qui sont les ateliers du Monceau. Atelier du Monceau, donc implanté à Grasse-Sologne et qui est à la base donc, une ASBL sous forme d'entreprise de travail adapté, puisque notre mission première, c'est avant tout donc, de mettre au travail donc, des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment l'intégration socio-professionnelle de ces personnes, avec notamment en priorité donc, les personnes sourdes et malentendantes. Donc, ça, c'est vraiment donc, la particularité première. Et donc, on a donc, la particularité sur notre site, donc à Grasse-Sologne, qui représente donc 140 travailleurs, plus de 140 travailleurs au total, d'être bilingues, français, langue des signes. Donc voilà, donc moi j'ai eu des formations, Lionel suit aussi donc des formations pour qu'on puisse interagir avec le personnel sourd dans les ateliers. Particularité au niveau des ateliers du Monceau, c'est qu'on a finalement 3 activités. Donc, on a parlé donc, de la troisième, donc la plus récente, donc la partie Atelier de l'Avenir, avec l'ossature bois et notamment le système CIMED. Mais les ateliers du Monceau existent depuis 35 ans maintenant. On a fêté nos 35 ans l'année passée. On espère pouvoir le fêter officiellement, enfin, en public cette année, avec donc l'activité historique qui constitue aussi donc là un autre axe, un autre ADN, un autre élément d'ADN de l'atelier. C'est vraiment donc le côté circularité avec le triage et la réparation de palettes. Donc là, c'est vraiment un flux. Donc on a des palettes qui arrivent, un tri qui se fait, et puis donc des palettes qui sont soit bonnes directement, soit réparées et qui repartent dans le système. Donc, on a vraiment donc, le circuit le plus court d'une économie circulaire. On a la deuxième activité, c'est une activité industrielle d'usinage et de fabrication de produits neufs, principalement pour de l'emballage, notamment pour la sidérurgie du bassin liégeois. Et puis, comme je le disais, donc, la troisième activité, l'ossature bois, qui est sur le fond du site entouré en rouge. Donc, on a aussi voulu avoir, dans le type de construction qu'on fait, dans la circularité, dans la durabilité, avoir ça aussi dans la consommation de nos énergies. Donc, les copeaux de bois ou les découpes de bois qu'on a sont broyés et permettent de chauffer l'entièreté de nos bâtiments. Il y a même une partie entreplan qui est utilisée au niveau d'une entreprise de parc et jardin. Et donc, avec cette chaudière à bois, nous, on arrive à chauffer grâce à nos déchets. Et également, au niveau de l'électricité, on a rajouté encore des panneaux solaires sur nos toits dernièrement. Et donc là, on a atteint 1300 panneaux solaires sur les toitures, ce qui représente à peu près entre 35 et 40% de notre besoin en électricité qu'on arrive à avoir au niveau des machines, au niveau des éclairages, à tout niveau, au niveau de l'entreprise, des ordinateurs, etc. Donc, en plus donc, du système constructif CIMED qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui, donc l'Atelier de l'Avenir réalise d'autres types de constructions, puisqu'on a une ligne de production industrialisée dédiée à la fabrication d'ossature bois. Donc, c'est l'ossature bois qui peut être très classique, entre guillemets,
pour pouvoir répondre à différents cahiers de charges pour les bâtiments, que ce soit du logement, que ce soit donc, du bâtiment scolaire ou des éléments de façade pour soit en éléments neufs, soit en éléments de rénovation. Donc voilà, on a vraiment une gamme, je veux dire, très large qui a pu se développer sur base depuis les 7 années depuis qu'on a pu produire donc, les premiers éléments. Donc on a vraiment de l'atelier de l'avenir avec donc, le côté façade, système constructif et logement évolutif qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc c'est bien l'atelier du Monceau et atelier de l'avenir. On a des systèmes dont les rénovations de façade et un des systèmes qui est le système évolutif s'appelle le système CIMED, qui est l'anagramme de construction industrielle, modulaire, industrielle, durable et écologique. Modulaire. Donc, construction industrielle de maisons évolutives, durables et économiques. Voilà, pardon, ça va, je me suis trompé. La honte. Et voilà, c'est juste une précision pour essayer que tout le monde comprenne un petit peu les différents éléments de l'entreprise. Alors, au niveau de la circularité, c'est un mot qui est très très fort à la mode et que tout le monde emploie beaucoup. Nous on sait vraiment une vision qui est là depuis 35 ans, parce que la base de l'entreprise et l'ADN de l'entreprise a été basée sur une circularité, des palettes qui étaient là, qui pouvaient être rénovées, qui pouvaient être réparées et qui repartaient dans le circuit sans devoir les broyer et refaire de nouvelles palettes. Donc l'ADN des ateliers du Monceau Atelier de l'Avenir est basé sur la circularité, chose qu'on aimerait vraiment aller au bout de cette circularité avec les meubles et avec les maisons évolutives. Imaginez que vous ayez un meuble qui repart parce que vous faites évoluer, vous n'avez plus besoin de ce module de mur, on pourrait le récupérer, nous le reconditionner et pourrait repartir sur un autre chantier. Et l'entièreté des meubles est entièrement démontable, et donc tous les matériaux peuvent se réutiliser, se réemployer ou se recycler, ou alors, dans le pire des cas, être valorisé au niveau de notre chauffage et de notre chaudière. Donc voilà, cette boucle de circularité est vraiment quelque chose qui est hyper important chez nous. Donc ici, on a également quelques illustrations du process industriel où on a donc, des machines à commande numériques qui sont pilotées à partir donc, de projets 3D. Donc là, c'est peut-être aussi important de préciser. Donc ici, donc, dans l'intégration, dans une chaîne globale au niveau de la construction, tous les projets sont dessinés en 3D pour piloter donc, les machines à commande numériques. Et les machines sont là pour faciliter le travail de l'homme, pas pour le remplacer. Donc, je remets vraiment cet élément, puisque notre mission première, c'est de donner du travail à des personnes. Donc, c'est vraiment les machines sont là pour faciliter le travail. C'est l'humain, oui. Donc, on voit vraiment donc, là donc, des éléments, donc des caissons ossature bois, qui sont fermés d'un côté avec différents types de panneaux. Et puis, donc, on a un élément qu'on appelle une table papillon en interne. Donc, ce sont donc 2 tables qui se rapprochent pour venir retourner l'élément, puisque au niveau des tailles des caissons, on a parlé donc, dans les éléments 6 mètres, ce sont des petits caissons, mais dans les ossatures bois ou dans des éléments qui sont plus fixes, donc la façade qui était à rue, là, ce sont des éléments qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres de long en une seule pièce. Le caisson est isolé en atelier, et puis alors on vient fermer le deuxième côté, avec différents types de panneaux en fonction du choix qui est effectué, et on y applique donc directement les éléments d'étanchéité. Donc voilà un petit peu au niveau du process industriel. Et alors, on a également donc, l'intégration des éléments complémentaires. Donc, on voit sur l'image en haut à droite directement donc, les châssis qui sont vitrés, qui sont placés également en atelier. Les étanchéités sont également réalisées pour directement avoir un caisson qui est précis, qui a été réalisé de façon précise, de façon avec la qualité, dans des conditions maîtrisées, pour être alors appliqué le plus rapidement possible sur le chantier. On a même été encore plus loin. On a fait dernièrement un bardage ajouré. C'était une demande pour une école, un bardage mi-Avzelia, mi-métal coloré, qui a été appliqué en bardage ajouré. Et on a même mis un matériau en atelier qui est un petit peu plus compliqué, un peu plus salissant, qui est très à la mode, qui est du bois brûlé. Donc, ce qui permet, nous, de garantir et de savoir exactement combien de temps on va mettre pour mettre ce bardage-là. Le bardage est parfaitement aligné. On n'a pas les aléas des intempéries comme on peut beaucoup avoir en Belgique. Donc, nos éléments entre une chaîne de production, vous savez exactement quand ils vont sortir. Donc, il y a une production qui est assez maîtrisée et une finition qui est également assez contrôlée et maîtrisée. Donc là, on revient sur le principe même du projet à Saint-Georges et donc du système CIMED. Et finalement, nous, on a toujours comme slogan, comme vision, comme rêve,
c'est vraiment donc, que l'immeuble se transforme en meuble. Et donc, c'est vraiment de se dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec son bâtiment en fonction de ses besoins dans le temps. Donc, on a vraiment donc, travaillé sur plusieurs aspects donc, dans cette phase de recherche, en travaillant aussi bien sur le côté limite d'évolutivité. J'espère qu'on a pu vous montrer au travers de la visite les possibilités du système, mais également, donc, comme on vient de le représenter dans la présentation, surtout le côté industrialisation, donc préparation en atelier pour avoir une efficacité au niveau du chantier, et également donc, utiliser donc, tous les bienfaits des supports informatiques pour pouvoir concevoir, optimiser et produire de façon la plus précise possible. Alors, l'ensemble de ces éléments donc, qui ont été travaillés ont abouti donc, au système que vous avez vu, qui est un système complètement modulable, breveté aussi bien du système constructif que du système de cloison amovible. Voilà, je ne vais pas reparcourir exactement, c'est ce qu'on a vu tantôt sur le panneau, donc les 3 concepts évolutifs, donc tant l'évolution, et on vous a mis les petits signes, le langage des signes, parce qu'on travaille avec eux en permanence, et donc on a l'évolutivité et l'adaptabilité qui se fait, et alors on a le côté liberté aussi qui se fait, qu'on peut signer. Et chaque principe, parler d'évolutivité, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne veut pas que tout évolue tout le temps et tout n'évolue pas de la même manière. On ne va pas faire évoluer une extension tous les week-ends. On sait bien que c'est un peu bizarre comme concept, où quelque chose va pouvoir être évolué, par exemple l'électricité, de manière beaucoup plus ponctuelle, et les contre-cloisons vont servir à ça. C'est pour ça qu'on a divisé le système en 2 parties. Un châssis peut être modifié ou une baie peut être modifiée beaucoup plus rapidement qu'une extension, par exemple, ou les murs intérieurs. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu différencier ces évolutivités en évolutivité pure et dure en volume, l'adaptabilité vraiment qui est plus les façades extérieures et les baies, et vraiment la liberté des cloisons intérieures. Ça, c'est pour comprendre vraiment les concepts de base ici. On les a repris ici, donc comme ça vous pourrez avoir un petit support. Je pense qu'on mettra la présentation à disposition via Benoît et Dimitri. Donc voilà, donc vraiment au niveau des concepts sur le côté qu'on vous a déjà montré. Donc au niveau vraiment du système, je reviens au niveau du système constructif. Donc on a parlé beaucoup de la disposition des différents éléments. On a parlé un petit peu du côté industriel, mais finalement on a parlé très peu de la phase d'exécution chantier. On a vu quelques illustrations, mais vraiment ce qu'il faut se dire dans ce principe de composition standardisée, donc quand on parle de composition standardisée, c'est aussi bien sur la taille des modules que sur leur composition intrinsèque en termes de matériaux, c'est que tous les projets CIMED qu'on aspire à faire seront CIMEDifiés ou CIMEDisés, on hésite encore dans la terminologie, vraiment donc au niveau vraiment directement depuis et en discussion avec l'architecte. C'est-à-dire qu'on va vraiment adapter avec l'architecte les dimensions à une dimension qui soit la plus optimisée par rapport à nos éléments, ce qui permet d'avoir une phase rapide de mise en plan, de dépôt de permis et de lancement de production. Tout ça dans l'intérêt de réduire au strict minimum la durée d'un chantier, aussi bien la phase amont, préparation, que sur la phase exécution elle-même. C'est ça qui est important de bien reprendre, c'est que ce n'est pas pour créer des maisons toutes les mêmes, puisque justement, le fait d'avoir des petits caissons et d'avoir des éléments au niveau des baies qui peuvent être différenciés, c'est que l'architecte et le concepteur et le futur propriétaire peuvent vraiment concevoir la maison qu'il a envie, la maison qu'il rêve. On va peut-être venir un peu adapter certaines petites virgules pour que l'ensemble du système soit vraiment industrialisable, dans l'optique d'optimiser aussi bien le côté rapidité que le côté économique. Voilà, ça c'est un élément qui est important, qu'on n'a pas encore vraiment abordé. On revoit donc ici un peu plus en détail donc la composition en elle-même. Donc, je ne vais pas la reparcourir, mais juste sur la coupe à votre droite. Donc, on voit vraiment donc la première partie du caisson qui est isolée, qui est le caisson de base, et puis la partie complémentaire qui peut être ajoutée pour améliorer au niveau donc, des performances. Tout ça combiné permet donc d'avoir des performances qui sont vraiment très intéressantes.
aussi bien du côté thermique, hein, donc Lionel en a parlé tout à l'heure, sur un cas global, mais également sur une valeur intrinsèque de façade, aussi bien au niveau donc, de l'élément acoustique, en fonction des endroits et des impositions qui sont demandées, mais également sur le côté résistance au feu, donc qui est dans un logement individuel, n'est pas une obligation, mais dans un logement partagé. Là, alors on a besoin d'avoir une résistance au feu. On voit bien. Peut-être une petite question, si je peux vous interrompre, Oui, bien sûr. puisque c'est un peu en l'air. Donc, c'est Jean-Claude qui demande comment empêchez-vous les remontées d'humidité ascensionnelles à la base de vos caissons au rez-de-chaussée? Donc, on a donc, au niveau donc, sur donc, les fondations en semelle filante. Donc, on a tout un principe d'étanchéité qui est appliqué donc, directement donc, sur les têtes des blocs en béton. Donc, on a une étanchéité qui est appliquée. On a également une étanchéité qui est réalisée donc, sous le caisson en ossature bois, donc le caisson du rez-de-chaussée. Et toute la jonction hein, sur le pied de l'élément de façade, on a alors là encore une étanchéité complémentaire avec une double barrière d'étanchéité pour reconduire les eaux vers l'extérieur. Ouais, une bavette qui vient reprendre. Donc, c'est vraiment le même principe qu'une construction béton traditionnelle. On a les 3 R, quoi, si vous voulez. Et cette bavette-là, après, au niveau des remontées, ça reste de l'ossature bois. C'est-à-dire que l'ossature bois enterrée, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Et donc, ça reste des éléments qui doivent pouvoir être déplacés. Donc, la terre ne peut pas être remise dessus. S'il y a une partie, on a étudié dans un projet d'énervement, une partie semi-enterrée, à ce moment-là, on va travailler ou avec des bétons préfab au niveau des fondations caves ou des murs de cave qui vont en même temps faire des murs de fondation. On parlera un tout petit peu aussi après de la manière dont on accroche. Ici, on l'a fait sur un vide ventilé. On peut l'imaginer sur une cave. On peut très bien l'imaginer sur des plots de fondation ponctuels. On peut l'imaginer sur une lisse métallique. On aura toujours une lisse de bois qui va venir régler notre horizontalité, qui va permettre de nous mettre les caissons l'un à côté de l'autre, et surtout venir mettre notre squelette ossature bois. Parce que dès qu'on a un petit décalage au niveau de la planité, mais au niveau de la mise en œuvre, les caissons ne s'emboîtent pas ou s'emboîtent mal l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, au niveau des remontées, on a toujours un détachement par rapport au sol, et au niveau de la connexion au niveau de ces fondations, peu importe le type de fondation que c'est, tant qu'on va rechercher, nous, notre poutre, je vais dire, basse, qui vient reprendre les colonnes et puis la poutre haute, les caissons s'encastrent l'un par rapport à l'autre. On voit d'ailleurs l'encastrement, c'est ça que je voulais dire, sur la coupe du caisson, sur la partie de votre écran tout à droite. On voit cet emboîtement, c'est pas un encastrement, c'est un emboîtement, disons, plus une incrustation qu'un emboîtement, qui permet vraiment de faire la jonction. Il faut imaginer qu'il y a une partie du caisson qui vient dans la poutre et une partie qui vient recouvrir la poutre. L'élément de l'étage supérieur ou l'élément toit ou l'élément d'accroterre vient faire finir cette jonction-là. Donc on a toujours quelque chose qui vient dans une partie du squelette bois qui sort à l'extérieur du squelette bois également pour faire l'étanchéité à l'extérieur. Et pareil au niveau vertical, haut et bas par rapport à notre poutre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Pour limiter les jonctions. Peut-être en dernier complément par rapport à ce que Lionel expliquait, la lisse en ossature bois qui permet donc de régler le niveau est aussi traitée en autoclave. S'il devait y avoir un risque au niveau humidité, cette première pièce de bois qui est en jonction avec la partie béton, protégée par les étanchéités, mais voilà, qui vient vraiment s'appuyer sur la partie béton, elle est également davantage protégée par ces traitements au niveau autoclave. On a vraiment donc là une sécurité au niveau donc, de ces remontées d'humidité ascensionnelle. Au niveau donc, des parties donc, module dalle intermédiaire, donc là on voit une composition et une conception assez particulière, puisque donc, il y a tout le côté acoustique, hein, donc avec ces éléments de désolidarisation pour pouvoir optimiser donc, le poids des caissons, mais également un autre côté sur lequel on évoque un peu moins, mais là aussi pour conférer une évolutivité la plus poussée, c'est d'avoir des porteurs de chaque module de plancher qui sont situés sur ses extrémités, donc latérales, pour dégager vraiment toute la partie centrale. Et donc, quand on évoquait tout à l'heure de pouvoir rediviser un bâtiment dans le futur, hein, donc si on part d'un bâtiment unique et puis qu'on en crée un deuxième en faisant donc une
séparation mitoyenne. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir réimplanter un escalier. Ben voilà, on a aussi des accès, des disponibilités pour pouvoir intégrer une nouvelle trémie d'escalier ou une nouvelle trémie pour le passage technique ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc là aussi, il y a ce côté important au niveau évolutivité et adaptabilité des planchers. Et au niveau de, on voit l'incrustation à ce moment-là, enfin l'incrustation qui permet de venir porter sur nos poutres. Là, on le voit pas dans la coupe et dans l'autre sens, donc on le voit sur la petite perspective. On voit ce petit détail d'incrustation qui permet de venir reposer. Et alors l'acoustique, on en parle très peu, mais c'est vraiment le nerf de la guerre dans tous ces systèmes préfabriqués et dans l'ossature bois aussi, parce que le son, on sait très bien que le son se transmet. On n'a pas de la masse comme avec du béton, parce que l'idée c'est de remplir avec de l'isolant et de ne pas aller travailler avec des bétons ou des grosses masses. Donc il faut créer à la fois ce masse-ressort-masse de l'acoustique et à la fois que le son ne se transmette pas, parce qu'on sait bien que quand quelque chose est connecté à l'autre, le son se transmet comme le pot de yaourt avec le fil quand vous étiez petit. Et donc, cette idée du caisson paraît assez simple quand on le voit, mais les détails, on voit qu'il y a beaucoup de rupteurs et de résilients acoustiques qui permettent de faire ce masque-ressort-masse, d'avoir une masse acoustique qui permet d'absorber le son, mais également de ne pas le transmettre. Donc voilà, c'est très touchy. On a parlé, c'est le module de dalle intermédiaire qu'on appelle dalle intermédiaire. On le fait parce qu'on estime que l'évolutivité va se faire en étage ou vers la toiture plate. On peut faire 2 étages et puis se dire que l'idée de la toiture plate, on enlève l'étanchéité, on reconstruit dessus et ça redevient un étage. Ça, c'est vraiment le concept dalle intermédiaire. On l'a moins fait ici dans ce projet-ci et dans nos projets, parce qu'on n'a pas eu de demande, qu'on ne voyait pas l'évolutivité, vers le bas, où là, on a des caissons en bois plutôt standards, ce qui permet de réduire le coût. Mais on pourrait très bien imaginer que si on fonctionne dans l'autre sens et qu'on va reconstruire par le bas, ces modules-là puissent, alors on utilise des modules de dalle intermédiaire. C'est juste la petite spécificité qu'on a vue juste avant. On a également donc, les éléments de toiture, donc, on vous a montré donc, les photos et aussi l'ouverture que ça représentait donc, dans les pièces à l'étage. Au niveau composition, on a une composition donc, là par contre assez classique. Ici aussi, il y a un isolant donc, en fibre de bois. Et on a donc vraiment, ce sont vraiment donc 2 pans de toiture qui sont identiques, qui sont fabriqués sur les lignes de production, et puis qui sont vraiment assemblés entre eux au moment de les charger sur le camion, donc avec un transport à plat. Et puis la toiture est vraiment dépliée. Je pense qu'on a une petite vidéo. Il y a une petite vidéo de montage là-dessus, on le voit se déplier, ou la position d'entrée, ce qui permet, on le sait aussi, dans la construction, le transport est quand même aussi quelque chose qui est assez énergivore. Et donc ça nous permet de transporter des toitures en pan industrialisées, mais à plat. Vous comprenez bien qu'on transporte beaucoup plus de toitures à plat que si elles sont déjà avec le rang de 30, 40, 45 degrés. Autre élément qu'on n'a pas pu vous présenter donc ici dans le projet, dans la visite, c'est les éléments donc, de modules de murs mitoyens. On vous a dit qu'on pouvait rediviser un bâtiment, on pouvait concevoir des bâtiments mitoyens. C'est possible grâce à ces modules de murs mitoyens qui ne sont en réalité en fait que les éléments donc, de la contre-cloison. Donc, donc, l'élément vraiment central, c'est vraiment l'élément de contre-cloison que vous avez vu dans la visite, sur lequel on vient ajouter donc, les éléments au niveau donc, du renfort acoustique et RF, donc, qui sont les 2 plaques qui ont été vues dans la visite sur le détail, qui sont mises donc, de chaque côté. Et ce sont ces éléments-là qui ont été testés en laboratoire, validés au niveau de la résistance au feu, qui font vraiment office de barrière, au niveau feu, mais également donc, aussi validés au niveau acoustique. Et alors, pour encore améliorer les performances, donc, ces éléments peuvent être donc, la contre-cloison qui se transforme en mitoyen, la partie ossature bois peut être doublée pour améliorer encore plus et tendre vers le confort optimum des logements mitoyens. Et donc ces éléments-là, pardon Lionel, ces éléments viennent vraiment en remplacement de la partie façade ou à l'intérieur du bâtiment, en dessous d'une des poutres qui est vraiment, qui, je le rappelle, est vraiment donc, le squelette principal donc, du bâtiment. On parle de l'évolutivité, tout le monde a l'impression qu'on évolue et que ça grandit en permanence, ce qui est très positif et ce qui est dans la plupart des cas. Nous, on a voulu également aller plus loin en se disant comment est-ce qu'on peut penser si un bâtiment, vous avez construit, il y a une grosse famille, les enfants ont été là et puis les enfants partent, qu'est-ce qu'on fait de tout le volume qu'on a fait agrandir et qu'on a construit
ça peut paraître bizarre de pouvoir se dire on le diminue, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. On le diminue, on le réadapte à ses besoins à ce moment-là, parce qu'au niveau énergie, on n'a pas envie de chauffer toute une énorme maison et un volume qui devient trop grand parce qu'on ne peut pas accéder aux étages, etc. Et alors à ce moment-là, dans la circularité dont on parlait, on peut avoir des ateliers qui récupèrent et qui rachètent certains éléments. On pourrait même imaginer sur le long terme, c'est une de nos rêves de dire qu'on a des éléments en leasing. Et alors, ce module mitoyen peut paraître rien, mais ça veut dire qu'on a évolué un bâtiment qui est très grand, et puis à un moment, on a trop d'espace. Ben, ça veut dire qu'on peut le diviser avec ce mur mitoyen au niveau RF, au niveau acoustique, tant au niveau des étages qu'au niveau latéral, parce qu'on a vu les questions de dalles au niveau horizontal, qui permet de se dire, d'une grande maison, on peut en faire 2 logements, on peut avoir un logement kangourou, on peut avoir un étudiant qui vient. Et donc, ce besoin en logement qui est grandissant et qui est une énorme problématique en Wallonie, pourrait avoir une solution qui est cette division ou ce rétrécissement aussi qu'on peut imaginer. Ça peut paraître très bizarre de dire on investit dans une vie puis on réduit sa maison par la suite, mais il faut pouvoir penser différemment si on veut évoluer différemment dans ce principe-là, et on l'a poussé jusqu'au bout de notre réflexion en tout cas. Donc maintenant, on refait un petit focus là, sur le projet de Saint-Georges en lui-même. Hein. Donc on va pas parcourir en détail, mais comme ça, on a quand même quelques illustrations complémentaires. Donc pour rappeler, c'est vraiment donc une tripartite hein, avec la commune de Saint-Georges, avec donc, le bureau d'architecture urbaine pour le côté conception architecturale et le côté système constructif au niveau de l'atelier de l'avenir. Voilà, donc on voit la maison dans laquelle on est, c'est la maison qui est la plus proche ici, donc la fenêtre qui est là juste. Donc là, on a vraiment donc, le pignon en bois est vraiment le pignon qui est qu'on vous montre depuis tout à l'heure. Et au niveau des parements, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ici, le parement qui avait été choisi et préconisé par l'architecte pour essayer de réduire les coûts et au niveau du geste architectural est une tôle ondulée noire mat qui a été mise sur le mur, la toiture en pan et l'autre mur, et les 2 pignons de chaque maison, eux, ont été travaillés en bois, ce qui confère un peu une dualité entre le côté chaud et le côté un peu plus industriel. C'est un parti pris de l'architecte, le résultat est assez intéressant. Donc voilà ce que vous voyez un peu sur les images 3D au niveau des textures de matériaux. On peut bien sûr imaginer en parlant à peu près tout, que ça ait des panneaux très fibres de bois, un peu tout ce qu'on veut, bardage en bois, enfin voilà, ardoise, on peut vraiment mettre tout ce qui est léger. Et bien entendu qu'une évolutivité avec des murs en moellon, de pierre ou de briques est plus compliquée. Maintenant, tout peut être envisagé. On l'a étudié pour un projet dernièrement, de se dire qu'une partie du mur de briques pouvait être disquée et pouvait être récupérée, et que l'évolution de toute façon de ce volume-là se ferait dans 5-10 ans que le client voulait, et il y avait une volonté de la commune d'avoir des briques. Ce n'est pas l'optimisation qui est recherchée, mais le parement, vu que le parement, le volume est étanche, le parement n'est entre guillemets qu'une façade, qu'une décoration, puisque tous nos volumes étaient étanches au niveau air et eau dès qu'il est assemblé. Donc là, un petit focus quand même sur nos partenaires, hein, puisque donc, l'ensemble de ce système a été étudié avec des fonds régionaux, hein, puisqu'on a donc le soutien du plan Marshall, du pôle également donc, de compétitivité, donc le pôle Greenwind, et puis donc la commune et le bureau d'architecture, on en a parlé, mais également donc, tous nos partenaires, aussi bien donc, les partenaires industriels que centres de recherche, que universités, pour aboutir vraiment au niveau donc, de ce système constructif CIMED. Donc voilà, alors nous on appelle ici donc un PPP WEWE, donc un projet public-privé win-win, puisqu'il y a un partenariat public-privé win-win, dans le sens où on avait donc l'idée, le concept, le produit qui vient de l'atelier de l'avenir, donc en haut à gauche, et puis le souhait de la commune. Pourquoi finalement le projet a été réalisé sur la commune de Saint-Georges? Parce que la commune avait un souhait de pouvoir accueillir et ou conserver des jeunes ménages. Mais des jeunes ménages, qui dit jeunes ménages, dit des fonds à la base limités, et également donc, un accès au financement maintenant au niveau des banques qui sont de plus en plus compliqués. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée de partir sur un projet, sur des systèmes, sur un système constructif, sur des maisons évolutives qui peuvent s'adapter dans le temps. Et alors, donc, la combinaison, donc, la jonction de ces 3 partenaires a été faite également au niveau, donc, par le cluster Cap Construction.
Donc, au niveau des performances, hein, donc on pointait donc, la commune de Saint-Georges est donc dans le couloir aérien de l'aéroport de Liège Airport. Et donc Lionel en a parlé aussi tout à l'heure sur le côté PEB et niveau isolation thermique. Il y avait une volonté aussi de la commune de Saint-Georges de demander, enfin de vouloir des logements qui sont contemporains dans leur énergie. Donc, on a des panneaux solaires qui sont placés sur les toitures et on a une citerne de récupération d'eau de pluie. On a le gaz qui est ici, donc c'est une citerne à gaz, une citerne à condensation. L'idée, on a fait un calcul dans l'autre sens, c'était que la petite maison dont Gaëtan parlait au niveau du capital et d'investir, la petite maison qu'on a là, avec l'électricité, avec le panneau solaire, avec la récupération des eaux de pluie, avec les charges qui sont assez réduites, permet sur un prêt d'une vingtaine d'années de devenir propriétaire pour le prix d'une location. Donc c'était aussi ça la vraie volonté de la commune, de dire, voilà, acheter quelque chose, c'est très compliqué, donc on a envie que ça coûte le prix d'une location, qu'on devienne propriétaire, et quand on a commencé à rembourser du capital, on fait évoluer sa maison. Quelque chose qui est, on ne s'endette pas sur de nombreuses années avec des montants qu'on ne peut pas rembourser au départ, mais plus on évolue dans la vie, on évolue en fonction de ses moyens et de ses besoins. Donc c'est ça la vraie volonté de la commune, qu'on a transposée au niveau énergie. Pardon, on va vous passer une petite vidéo qui est notre vidéo de présentation un peu CIMED, donc une petite 3D, où vous comprendrez un petit peu le principe. Il y a un petit peu de musique, donc je ne vais pas parler pendant cette vidéo-là. Elle dure 1 minute, 1 minute 15, je pense. Donc on reprend la parole juste après. J'ai pris. Tu l'as stress. Là, on voit la toiture qui vient de se plier, je ne sais pas si on entend, et qui se met. L'évolution avec la toiture. Et puis alors ici, la modification qu'on appelle adaptabilité, donc des panneaux ou des châssis qui se changent d'endroit. On rajoute une porte, on enlève une fenêtre, etc. assez facilement. Et puis tous les parements possibles et imaginables dont on parlait. Voilà, un petit peu des idées de look. Une petite vulgarisation donc, du système au travers de cette petite vidéo d'1 minute. Oui, au niveau des réalisations en cours et des chantiers, ben là on voit un petit peu le bardage qui est en cours au niveau du bois et on voit la tôle qui a été mise. Donc là, on voit la petite maison, nous on est dans la grande où le bardage est en train de se terminer. Et donc au niveau du chantier, voilà, on refait un petit zoom. Donc on a d'abord construit les 2 premières maisons et les 2 suivantes vont venir. La maison 3 et 4 vont venir par la suite, qui sont des intermédiaires. Donc la maison 2, on voit bien que c'est la plus petite, et la maison 1 qui était la plus grande, et les 2 sont 2 intermédiaires. Et on a déjà eu des adaptations au niveau des maisons 3 et 4 sur des demandes futures pour les constructions, où on s'est simplement adapté au niveau du CIMED. On a rajouté une trame, on a rajouté une demi-trame, et donc on a simplement fait évoluer le projet. Donc il y a un permis d'urbanisme qui va être modifié. Donc on voit bien ici que l'évolutivité ne peut se faire que par l'arrière sur certaines et par le côté. Donc il y a toujours 2 côtés qui ne sont pas évolutifs dans le cas de ces maisons-ci. Et alors avec des bornes de batterie rechargeables et des places de parking qui étaient mises en voirie. Mais au niveau de l'évolution, on voit vraiment ici de partir de la petite maison, donc qui est en haut à gauche. On peut étendre dans un sens et puis on peut encore étendre dans un autre sens pour arriver jusqu'à la maison, ici la maison dans laquelle on est. Et alors au niveau du coût de l'extension, chez nous c'est le contraire qu'une nouvelle construction, c'est que l'extension coûte moins cher au mètre carré qu'une nouvelle construction. Pourquoi ? Parce que en poussant un mur, on va pouvoir récupérer une partie des meubles que vous avez chez vous. Donc, ce n'est pas de la démolition, ça part en conteneur et on vient. On démonte les caissons, on met en place une ossature bois. On peut même garder la contrepoison, comme on en parlait, comme bouchon de chantier, pour l'enlever au dernier moment. Et on rajoute simplement, comme vous le voyez sur votre dessin, le mur rouge est gardé, les murs verts sont rajoutés. Donc, on voit bien qu'au niveau des suppléments de murs et des suppléments de murs, on a moins de suppléments de murs que ce qu'on a. Et donc, c'est là qu'on peut aussi imaginer que les murs, ce n'est pas exactement la même façade que vous repoussez. Les murs
qui ne sont pas utilisés peuvent être reconditionnés aux ateliers de la même manière que nos palettes, comme on parlait de circularité complète. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si vous avez rajouté quelque chose, si c'était clair. Non, juste peut-être au niveau chiffres. C'est-à-dire que sur ces deux applications très concrètes, donc, puisqu'on a la maison 1 qui est poussée donc sur l'image en haut à gauche, quand on va vers l'image en haut à droite, on se rapproche donc, des maisons 3 et 4. Et puis alors, on part sur l'image en bas à gauche. Donc là, on arrive sur la taille de la maison 1. On voit que sur ces deux évolutions successives, on récupère chaque fois 40% des façades. Donc voilà, c'est aussi donc, tout ça qui nous tend à dire que dans le concept CIMED, on fait finalement une extension au mètre carré coûte moins cher que le prix initial, puisqu'on récupère des éléments. Donc voilà donc la petite ajout que je voulais faire. Et dans le cas donc, en focus sur les deux maisons ici, donc, pour rappel, donc là, on est plus ou moins ici au milieu pour le moment du bâtiment dans la maison 1. On a donc l'évolutivité qui se fait sur les côtés qui sont disponibles. Donc, dans le cas de la maison 1, on est sur le côté arrière et sur le pan droit quand on est sur la rue. Et quand on est sur la maison 2, là, on est sur le pan arrière et sur la façade gauche pour pouvoir avoir là une évolution et un agrandissement qui soit le plus libre possible. Donc là, je veux dire, ça dépend un peu de la configuration des terrains, la décomposition des parcelles. Voilà, donc tout est possible puisque le système évolutif va être davantage composé de petits caissons pour être le plus adaptable dans le temps. Les éléments qui vont être davantage fixes, liés aux limites du terrain, seront des éléments de plus grande dimension. Mais sinon, en soi, ce sont les mêmes compositions, ce sont donc les mêmes valeurs en termes de résistance. C'est juste que fabriquer des plus petits caissons entraîne beaucoup plus de jonctions à gérer. Et donc, ça ne sert à rien non plus de mettre des jonctions aux endroits qui n'en ont pas l'utilité. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions, on continue. Alors, il y a pas mal de questions. Ah, ok. Alors, bon, d'abord, il y a une demande d'avoir la présentation, mais donc ça vous sera envoyé par la suite. Alors, si je les reprends peut-être dans l'ordre, est-ce qu'on peut imaginer, pouvez-vous construire avec cette technique un immeuble à appartement? À l'heure actuelle, on est sur du R+3 validé avec les sections de bois du système CIMED. Donc, on a des poteaux qui sont des 20-20 et on a des poutres qui sont des 20-40 en centimètres. Qu'on voit sur la photo d'ailleurs au centre de votre écran. Et ça nous permet d'aller sur un R+3, donc 4 niveaux à l'heure actuelle sans aucun problème. On n'a pas encore eu de projet, on a eu l'opportunité d'étudier plus. Au niveau de l'immeuble appartement. On a un immeuble appartement là qu'on est en train d'étudier qui ne va pas plus haut que ça, mais c'est quelque chose qui peut simplement être résolu au niveau des sections de bois ou alors au niveau des contrevendements qu'on va peut-être regarder, qui est chez nous, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ce n'est pas une problématique, mais c'est pour pouvoir avoir tous vos murs qui sont évolutifs, enfin, en tout cas dans le principe CIMED de départ en théorie, même si on l'a vu qu'en pratique, il y a certains murs qui ne sont pas au moins pour garder des alignements au niveau de la commune. La problématique, c'est le contrevendement. On ne peut pas aller mettre des croix au niveau de mur. Si on vous dit, ce mur-là, il peut évoluer, vous pouvez mettre une fenêtre, puis vous ouvrez le mur. En fait, il y a une grosse croix de Saint-André en plein milieu du mur. Donc, les croix de contrevendement. Je ne sais pas si je suis très clair. Et donc, on règle le contrevendement au niveau de la jonction de notre poteau-poutre. On l'a vu sur certaines photos de chantier, je pense qu'on le reverra après, où on a des gros plats. Donc, la problématique quand on monte au niveau des étages, c'est le contrevendement. Donc, on pourrait imaginer de monter plus haut, mais de se dire qu'on sacrifie un mur qui est de toute façon le mur mitoyenne, qu'on vient entièrement contreventer pour garantir un étage supérieur. Voilà en théorie pour répondre rapidement. Et au niveau de l'autre particularité donc des immeubles à appartements et des logements groupés, c'est les performances de la mitoyenneté en elle-même qui sont précisément sur l'acoustique et la résistance au feu. Et ces deux éléments sont validés, donc au niveau des éléments horizontaux que des éléments verticaux. Donc oui, la réponse, on peut construire avec la technique CIMED des bâtiments à appartements.
Et on parlait un petit peu des planchers dalles intermédiaires. Ça paraissait assez complexe dans la composition, mais nous, c'est ce qui nous permet de résoudre vraiment cette acoustique et ce RF, que par exemple des bâtiments en CLT, on a beaucoup plus une transmission de bruit, une transmission acoustique qui est plus compliquée. On doit revenir remettre des charpes et des rupteurs acoustiques pour garantir des logements groupés. Ici, ça a été réfléchi directement dans les caissons. Voilà. Je sais pas si on répond encore à une question. Alors, peut-être par rapport à la question acoustique, Monsieur Jean-Claude qui se demandait si le module mitoyen était vraiment au top au niveau acoustique. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en cas de choc, par exemple? Et lui se demandait s'il fallait pas plutôt 2 modules avec un vide entre pour vraiment atténuer la question des chocs et avoir une bonne isolation acoustique. C'est ce que Gaëtan a expliqué dans le module mitoyen. Enfin, Les deux ont été testés, hein, donc la question est très pertinente. Donc on a vraiment donc testé dans la configuration donc la plus simple d'avoir un seul élément central, donc une seule ossature bois, avec donc, les éléments de remplissage de chaque côté. Bien se dire que ces éléments-là sont appliqués au niveau donc, du système poteau-poutre et donc qui viennent sur l'emprise de 20 cm, donc qui viennent, je veux dire, entre les colonnes. Donc, on a vraiment testé cette configuration-là. Et là, on arrive aux limites des normes acoustiques du mitoyen. Ce qu'on a fallu pour atteindre et tendre vers le confort optimum, ou le confort supérieur voilà, au niveau de la norme, c'est vraiment d'appliquer la double structure, la double contrecloison, donc une double structure qui elle, est non jointive, donc avec un élément de séparation, et les deux éléments qui sont appliqués. Donc là, alors, on arrive sur un composant donc, qui fait 30 cm et plus 20 cm. On a aussi l'autre avantage, c'est que le fait de passer en 30 cm permet également de recouvrir au niveau des colonnes, qui constituaient là aussi un point faible. Voilà. Les deux sont possibles, mais si on veut tendre un confort vraiment supérieur, mieux vaut prévoir donc la double structure, la double ossature bois. Voilà, on va passer donc d'une épaisseur de 20 à une épaisseur de 30. C'est un peu ça la différence, mais les deux ont été testés en laboratoire. Alors, une petite question concernant les normes en termes d'isolation. Monsieur Gianni se demandait si le système CIMED répond bien aux normes en termes d'isolation en région Wallonne. Oui, donc là, il n'y a vraiment aucun souci, puisque donc, tous les éléments doivent être encodés au niveau PEB. Hein, donc là, ça, c'est une abolition. Et donc, dans toute la phase de recherche, d'où aussi donc, Lionel l'a expliqué tout à l'heure, sur le découpage donc, des caissons, hein, donc, qui viennent vraiment s'imbriquer, s'incruster autour de l'élément du squelette central, donc le poteau-poutre, c'est qu'on vient, par cette découpe, appliquer une partie isolante autour de cette structure poteau-poutre, et donc on vient vraiment limiter également les ponts thermiques. Donc ça, c'est vraiment aussi donc, un élément important. Donc, aussi bien donc, le caisson lui-même que finalement les jonctions sont étudiées, sont optimisées et sont validées aussi bien par l'outil de la PEB que par les organismes, par les centres de recherche, donc le CSTC notamment, sur base d'études très poussées. Donc, et alors, là, la facilité aussi qu'on a avec un système qui est évolutif, qui peut s'adapter. Donc, on a parlé beaucoup d'adaptation en termes de volume, en termes de finition, en termes de disposition d'éléments, mais on peut aussi, dans le temps, adapter la performance d'un caisson. Donc, imaginons qu'on parlait d'acoustique et de résistance au feu en ajoutant des éléments. Ça peut être pareil au niveau de l'isolation thermique. Si on se plonge, et il y a 10 ans au niveau de la PEB, ce n'était pas les mêmes appositions de la PEB de maintenant. Et je pense qu'on va tout doucement arriver à l'optimum, j'ai l'impression, mais si même maintenant les appositions dans 5 ans devaient encore être différentes, on pourrait, de façon beaucoup plus aisée que dans d'autres systèmes constructifs, appliquer une isolation complémentaire. Alors, on peut dire que l'ossature bois à la différence d'une ossature métallique, le bois reste quand même un isolant, même s'il est très faible au niveau isolation, mais ça reste un isolant comparé à du métal qui est conducteur. Donc, quand on parle de recouvrement sur notre poteau-poutre, on n'a pas de pont thermique ou très peu de pont thermique, parce que de toute façon, notre squelette est en bois, quoi. Donc, voilà. Alors, une question de Sylvie, que je salue au passage, qui demande si les cloisons comprennent des gaines techniques au niveau de l'électricité, par exemple, et quid de l'étanchéité. Donc, au niveau technique, hein, donc on a donc le bloc moteur donc, qui centralise, je veux dire, les techniques les plus lourdes. Il est évident que la partie électrique est véhiculée dans le reste du bâtiment. Alors, on a deux possibilités.
on a la possibilité sur les longs pans fixes. Donc là, on va passer davantage à la contre-cloison. Donc, on a des prises d'interrupteurs qui sont placées. Donc, en travaillant dans la contre-cloison, on n'impacte pas le côté étanchéité à l'air du caisson de base, qui est décalé vers l'extérieur. Donc, il n'y a pas de percement d'étanchéité. Ça, c'est sur le côté fixe, mais sur le côté évolutif, pour ne pas, un peu comme le contrebandement, pour ne pas empêcher une façade d'évoluer, on va plutôt travailler par une distribution, par les éléments horizontaux, donc par le plancher ou par le plafond. Donc voilà, donc là, c'est aussi là, une réflexion un peu différente de la construction classique. Donc on va plutôt conduire par les éléments horizontaux que par les éléments verticaux. Tout ça dans le but d'essayer de libérer vraiment au maximum les façades évolutives. Dans le même ordre d'idée, il y a Benoît qui demande si vous mettez des radiateurs. Alors ici, donc, dans le projet de la maison, la plus grande des deux maisons, on a deux radiateurs qui sont placés. Un radiateur au niveau du rez-de-chaussée et un radiateur au niveau de la salle de bain. Donc, ce sont les deux seuls éléments qui sont placés. Donc là, au niveau transmission, amenage des gaines, on va un peu soit utiliser donc, la colonne centrale. Donc, quand on va dans la salle de bain, on est directement au-dessus du bloc moteur. Quand on est dans la grande pièce, donc là, on a véhiculé les éléments donc là, par le plancher, par le plafond. Je pense qu'on est venu par le plafond. On est venu par le plafond. Et en fait, on a mis très peu de radiateurs parce qu'on s'est rendu compte que la maison n'en avait pas besoin. Et les ouvriers ont quand même travaillé pas mal quand le volume était déjà fermé, parce qu'il a été, on le verra, on a une vidéo de montage juste après, le volume était fermé très très rapidement, donc on parle de moins d'une semaine. Et donc les personnes ont pu travailler à l'intérieur au chaud, ça c'est quand même un gros avantage, tous les électriciens, toutes les personnes qui peuvent tirer, ou le parachèvement. Et alors eux avaient chaud, et donc ils faisaient tout le temps bon en fait dans cette maison. Là on vient d'arriver avec Gaëtan, lui il est en pull, c'est vrai que sa maison n'est pas chauffée, celle-ci n'est pas du tout chauffée. Avec deux radiateurs, on a largement assez. Maintenant, on peut étudier le fait d'en mettre beaucoup plus. On a également étudié le fait de mettre du chauffage par le sol. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être étudiées à chaque projet, quoi, cas par cas. Alors, je pense que Marilyn se demandait une question un peu dans le même sens. Y a-t-il une réflexion sur l'inertie du bâtiment? On a parlé de l'isolant quand même en fibre de bois, donc il y a quand même une plus grande inertie que dans les isolants naturels écologiques. Ça reste quand même celui qui a une très belle inertie. Au niveau de la masse, il y a la contre-cloison. Au niveau de l'inertie du bâtiment, je sais pas si... Donc au niveau de l'inertie, c'est vrai que dans ce projet-ci, on a privilégié au maximum l'ossature bois à tout niveau, donc même un plancher ossature bois sur vide ventilé. Je pense que l'élément sur lequel on peut jouer le plus facilement, c'est sur cet élément de sol. Vraiment pour avoir donc, un côté inertie de façon plus poussée, c'est de travailler donc, avec une dalle de sol ou des ourdis sur ce vide ventilé ou sur cave pour alors avoir augmenté l'inertie du bâtiment. Il est évident que le côté inertie d'un système léger tel l'ossature bois est un point faible qu'il faut pouvoir combler, donc soit en utilisant certains matériaux ou certains endroits qui sont importants, soit un autre volet sur lequel on peut travailler aussi c'est essayer donc d'empêcher l'apport extérieur au niveau chaleur, donc dans les pics de chaleur, pour limiter la surchauffe. Donc, voilà, donc il y a toujours plusieurs façons de contrer ce problème d'inertie faible des bâtiments légers. Donc voilà, soit on travaille avec des matériaux au niveau dalles, soit on empêche la chaleur et les infrarouges de rentrer dans le bâtiment. Nous, on a des tests aussi au niveau de la recherche où on essaye, on a parlé tantôt des parois intérieures. Dans la contre-cloison, on a vu à l'étage qu'on voyait les éléments qui étaient les éléments de 1,20 m. Ce qu'on regarde en interne, c'est de pouvoir proposer ces éléments non plus en gyproc, mais peut-être les proposer en argile ou à la chaux. Et à ce moment-là, travailler sur une inertie vraiment à l'intérieur, au niveau du bâtiment, dès qu'il y a quelque chose qui est chauffé, que cette inertie reste, également au niveau froid. Et comme disait Gaëtan, au niveau apport solaire, hiver et justement polarisation des vitrages pour ne pas avoir de surchauffe l'été. Voilà, il y a une petite recherche aussi au niveau du matériau de parement intérieur où nous ici on a profité pour faire des tests, que ce soit au niveau des cloisons en bois comme on a pu voir derrière, des metal studs en haut ou des metal studs avec des cornières d'arrêt
pour vraiment faire évoluer tout. La cloison finition chez nous n'est pas tout à fait définie. Le module vraiment extérieur est très bien défini et le gros œuf fermé est très bien défini. La partie intérieure peut vraiment s'étudier à chaque projet. Donc, s'il y a une volonté d'avoir une grosse inertie, on pourrait travailler avec une contre-cloison qui est peut-être dans les matériaux beaucoup plus inertie que la plaque de gyproc. Alors, avant de poursuivre avec les questions techniques, je pense que la question que tout le monde se pose, et donc concrètement, quels sont les budgets à prévoir? Quel est le prix d'une location pour la commune de Saint-Georges? Le prix d'une location ou le prix d'une vente? Vous avez dit que c'était le prix d'une location. Oui, c'est ça. On arrivait, pour la petite maison, vous avez vu la maison 2, on arrive au prix d'une location. Donc, le budget est de… Donc là, avec le terrain qui est repris sur le plan que vous avez vu dans le slide précédent, on peut le remettre. Sur la maison 2, donc avec un terrain et 2 places de parking. D'après le calcul qu'on a fait sur une base d'une consommation moyenne, on arrivait à 875 € par mois. Ça revenait donc sur un emprunt comme si on un emprunt total, hein, donc ce qui alors aujourd'hui n'est pas le cas. Je crois que les banques ne veulent plus offrir un emprunt total, mais donc on a considéré pour le moment que l'emprunt était fait totalement et que si on décomposait je pense que c'était sur 25 ans, ça revenait à 875 € par mois. On l'avait fait sur des anciens taux, ça date quand même d'il y a 1 an et demi, les taux ont fort baissé, il faudrait qu'on fasse un petit peu le calcul, à mon avis on a un peu moins que ça. Et sur le plan qu'on voit, il y a une légère erreur, c'est que le terrain ne fait pas 240 mètres carrés, c'est le jardin qui fait 240 mètres carrés. Donc voilà, on a une parcelle qui fait quand même presque 330 mètres carrés, et on a la place de parking qui sont en dehors du terrain, qui sont communes, quoi. Et tout le chemin d'accès, etc. aussi. Voilà le budget pour la petite maison, donc en vente, cette maison-ci. Les 2 maisons sont en vente via une agence, hein, donc via l'agence, la Belle Immeuble. Donc je pense, je n'ai même plus les chiffres en tête, toujours en fonction de tenir compte de la TVA ou pas de la TVA, ça dépend comment on l'affiche. Voilà. Allez voir directement sur la Belle Immeuble, vous trouverez vraiment donc là, le détail. On est un petit peu en dessous de 200 pour la petite maison et vers 300 000 pour la grande maison. Là, TVA comprise. Ouais, là, je suis TVA comprise, hors frais de notaire. Et donc, le principe un peu particulier ici, c'est que la commune vend son terrain en même temps que nous, on vend la maison. C'est ça le principe du partenariat public-privé. Mais voilà, ce montant-là englobe tout ça, quoi. Et est-ce qu'on peut avoir une indication sur un prix de construction au mètre carré? Construction au mètre carré, on est à peu près à mettre. Ouais, donc on est là, comme on a les 2 types de projets, on est entre, je pense que sur la grande maison, on est aux alentours entre 1300 et 1400 € par mètre carré, et dans la petite maison, on est plus entre 1400 et 1500, parce que là aussi, donc, en termes de superficie d'éléments par rapport à la superficie de plancher net, mais forcément, là, il y a une proportion qui est un peu différente. Et alors, dans nos prévisions, on a au niveau donc, des prix des extensions, on est à 10-15% en dessous pour un prix d'extension. Voilà. Ça reste un premier projet pilote, ça reste des fourchettes de prix qui sont encore à optimiser. Hein. Donc, on a pu déjà identifié certaines pistes d'optimisation, et notamment pour les maisons 3 et 4, on a relancé les études pour pouvoir optimiser tout ça. Donc voilà, donc on tend encore à faire vraiment évoluer. Autre indication au niveau financier, on estime aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, le côté évolutif tel qu'il a été appliqué sur les 2 premières maisons entraîne un surcoût aux alentours des 5 à 10%, donc je veux dire 7%. Donc le coût de l'évolutivité, donc vraiment le fait de dire qu'on a une première structure principale et puis des questions de remplissage, on estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un surcoût de plus ou moins 7% en moyenne sur les 2 maisons. Mais voilà, mais si on envisage plutôt sur un coût global, sur un coût à long terme d'un bâtiment et pas uniquement sur le coût d'achat, je pense que ces 7% d'investissement initial est largement gommé dans l'évolution possible du bâtiment, dans les adaptations, dans les possibilités vraiment donc de vivre son bâtiment par rapport à des bâtiments qui sont plus fixes. Quoi. Donc, voilà un peu des ordres de grandeur qui ne sont pas très fermes, puisqu'il y a encore des éléments qui sont à peaufiner. Et puis à étudier à chaque projet, on est ravi de répondre à toutes les demandes et pouvoir étudier des volumes qui sont plus simples, des volumes qui sont plus compliqués. Voilà, dans cette idée de matériaux écologiques, essayer de travailler avec des bois locaux, parce qu'on travaille aussi avec des bois avec des labels,
et avec notre personnel au niveau social et toute cette évolutivité qu'on met en place, on essaye de se situer dans un prix de marché légèrement plus cher que du traditionnel. Et encore, dans certains cas, on pourrait même y arriver selon certaines évolutions. Et alors, c'est très compliqué d'arriver à penser qu'on investit un peu plus maintenant au niveau de l'évolution pour que quand on va faire une extension, si en tout cas c'est le plan, pour après dépenser beaucoup moins. Ça, c'est vrai que dans la réflexion, c'est quelque chose d'un petit peu à intégrer. Alors, il y a quand même encore pas mal de questions parce que ça fait évidemment réagir, mais peut-être je vais juste prendre ici une question un petit peu différente parce que les autres questions, c'est plutôt des questions techniques. Quid du secteur rénovation allié au concept CIMED? Est-ce que vous avez étudié ou est-ce qu'il y a des demandes dans ce sens? Donc, on a étudié au niveau de plusieurs. Il y a l'évolution qui se fait au niveau latéral, je veux dire, donc une extension qui peut se faire à l'arrière, sur le côté, etc. Il y a aussi l'évolution qui peut se faire au niveau surélévation, donc au-dessus des bâtiments. Donc ça, c'est des projets où on a donné une conférence il y a quelques temps là-dessus. On étudie ça et on a vraiment la volonté d'étudier ça. On l'a fait. Il y a une partie d'ossature bois non évolutive qu'on vient de faire sur une école, mais en caisson également qui venait s'emboîter. Mais le but, et qui est assez simple, c'est de dire que si on repart, donc on a quand même une construction qui est légère, donc on peut imaginer sur une habitation, sur une toiture plate ou peu importe, une extension, une fois qu'on a notre lisse qui est droite, qu'on la fasse tenir à des points ponctuels, qu'on la fasse tenir de manière longitudinale sur une acrotère, une fois qu'on a cette lisse qui est droite, on peut à peu près mettre tous les éléments qu'on veut. Donc, de cette base-là, le bois et les caissons isolés sont assez faciles à faire. En surélévation verticale, c'est quelque chose qui peut être tout à fait possible. En extension latérale ou arrière, etc., quand on parle de latéral, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il faut voir à quel point l'évolutivité est intéressante dans le cadre d'une extension, la taille qu'elle a, ou si on fait aussi des modules 3D, ce n'est pas un module 3D qui doit simplement en bois déjà isolé avec les châssis qui doit être amené. Voilà, ça c'est un peu la réflexion sur quelle est la taille de cette extension, et on aura toujours un peu ce recul chez nous de dire est-ce que vraiment ce volume-là doit être 100% évolutif? Est-ce que vraiment pour faire je sais pas, je donne un exemple de 20 mètres carrés, est-ce que vraiment on va faire l'entièreté des murs évolutifs? Est-ce que c'est pas simplement une ossature bois traditionnelle? Voilà. Je ne sais pas comment je répondrai. Peut-être pour compléter, hein, c'est que, pour rappel, donc c'est un système à la base complet, donc les éléments, le squelette principal porteur et les éléments de remplissage. Donc venir faire une extension horizontale ou une surélévation verticale, l'élément est autoportant par lui-même. C'est un système qui est léger, donc il peut s'appliquer aussi de façon assez facile sur n'importe quel type de support. Ça, on parle donc là d'éléments complets, mais on peut aussi avoir donc la décomposition et utiliser chaque pièce du système CIMED individuellement. Je vais prendre le cas de la toiture. Voilà, on pourrait très bien refaire une rénovation de toiture en appliquant des caissons CIMED sur un bâtiment existant. Il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Il faudra bien entendu ajuster avec la première liste de pose. On va pouvoir récupérer les interférences au niveau des niveaux. Voilà, il y a une première liste d'implantation et puis les caissons sont appliqués. Autre élément, autre exemple, les éléments de caisson mitoyens qu'on vous a présentés, ils peuvent très bien venir s'abriquer dans un bâtiment existant, que ce soit aussi bien mitoyen que même des cloisons standards, quoi. Et la dernière application, parce que ça, il y a un marché, on en voit beaucoup, et on a aussi donc, une imposition au niveau régional hein, sur la rénovation du bâti existant, et principalement par les enveloppes, hein, l'enveloppe qui est de la toiture, mais également tous les éléments de façade. Avoir des éléments de façade qui viennent s'abriquer tel qu'on l'a conçu dans un système poteau-poutre, ici dans le cas de Saint-Georges, poteau-poutre, lame collée. On peut très bien appliquer ces mêmes éléments de façade, donc des éléments de façade CIMED avec la gestion des jonctions, de la capacité d'évolutivité par après, dans des bâtiments qui existent. Des ensembles de logements. On a eu plusieurs projets qu'on a déjà appliqués, qu'on a déjà réalisés pour des sociétés de logement. Là, je vais y arriver. Des immeubles sociaux, des logements sociaux. Et on va vraiment appliquer des façades. Oui, donc le système en lui-même complet peut être appliqué comme élément d'extension horizontale verticale ou comme élément de rénovation en prenant pièce par pièce à appliquer en fonction de l'utilité.
Ce qui est assez intéressant dans ce que Gaëtan dit, parce que j'ai une photo devant moi aussi, on a rénové une ancienne grange. Le principe de toiture, si on a une grange qu'on rénove et qu'on a une toiture qui peut être assez impressionnante, il faut dire qu'on enlève quelque chose et très vite nos caissons peuvent être mis, les caissons de toiture peuvent être dépliés et posés. Et on aura peut-être quelques éléments qu'on va appeler chez nous des éléments martyrs, donc ils seront non standards. Mais également pour les murs, si on vient remplir une ossature en béton, enfin une ossature en béton, une structure en béton qui date des années 60, qu'on vide une façade rideau et qu'on vient remplir avec des caissons qu'on vient incruster dans cette façade rideau, on peut très bien dire qu'on arrive à mettre 15 caissons d'affilée, mais que le 16e caisson, c'est un caisson martyr. Chez nous, ce sera beaucoup plus intéressant de pouvoir produire 15 caissons en série fois le nombre de trous qu'on remplit, également pour les toitures, et d'avoir ce petit caisson martyr. Et pour tout le monde aussi, ça veut dire qu'on démarre avec quelque chose qui est fixe, on a juste quelque chose qui est fixe, et le dernier élément, lui, c'est un élément de réglage. Donc cette standardisation, cette industrialisation, il ne faut pas la penser systématique qu'elle va bloquer. Au contraire, c'est quelque chose qui permet de remplir 90% des cas ou 80% des cas à chaque projet, et on reste avec un élément martyr qui va venir compléter, où là-dessus, on va passer un petit peu plus de temps. Il faut imaginer qu'on a été contacté par des couvreurs, comme disait Gaëtan, pour sortir, par exemple, juste l'élément en toiture pan, à double pan. Il y a des couvreurs qui étaient très intéressés en disant « j'ai énormément de retard, et j'aimerais bien arriver à résoudre ça sur des rénovations ». Ben voilà, on arrive à poser vos toitures isolées avec le pare-vapeur, avec l'étanchéité, avec la latte noire qui est déjà préfaite ou la contre-latte pour venir recevoir les tuiles. Une fois que c'est posé, le bâtiment est couvert, il est étanche. Et donc, par la suite, si la couverture doit venir se faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, le bâtiment reste étanche, les bavettes d'étanchéité sont là et les éléments martyrs sont placés. Donc, ça peut être un gain de temps qui est de pouvoir passer du temps sur des éléments qui sont importants, qui sont des jonctions, qui sont des tuiles, qui sont des parements, qui sont des finitions. Vraiment, l'humain a encore quelque chose vraiment d'intéressant à amener sur le chantier. Le reste de tout ce qui peut être optimisé à l'extérieur du chantier, pourquoi est-ce qu'on continue à aller mettre des gens en plein hiver sur des toitures pendant 3 semaines alors qu'on peut faire une grande partie à l'intérieur, nous faire travailler des humains et avoir le côté technique et le côté artisanal qui vient au moment où il doit venir. Voilà. C'est ça la Merci beaucoup. En tout cas, ça fait réagir, mais malheureusement, le temps, on est arrivé au bout du temps. Il y a encore quand même pas mal de questions sur les jonctions entre les éléments, le chauffage. Peut-être juste vous signaler que Jean-Louis a placé les annonces ImoWeb dans le chat et que nous avons aussi un témoignage d'une personne qui est occupée à construire ce système avec Urban et qu'ils ont calculé un prix de revient de 400 à 1600 €, TVA comprise par mètre carré. Mais c'est compliqué de parler TVA comprise, alors que dans le milieu de la construction, on parle hors TVA. Donc, il faut faire attention à tous ces prix, mais oui, voilà, c'est ce qu'on disait à peu près tout à l'heure. Alors, je vais en tout cas clôturer les questions ici et Benoît va vous indiquer notamment le groupe Facebook où vous pourrez les reposer vos questions On va pour peut-être finir, nous, la présentation et le montage. terminer les échanges, voilà. Rapidement, et s'il y a des questions après, qu'on veut rester. Donc, on va juste refaire un petit peu les étapes. On va avoir une petite vidéo de montage, comme ça, vous verrez un peu en live. La première étape, c'est la fondation, on en a déjà parlé. La deuxième étape, c'est le poteau-poutre qu'on voit sur la deuxième image. On voit les éléments qui sont venus s'incruster et remplir. On voit un élément vide, un élément rempli. Et la troisième étape, c'est la fermeture, notamment avec la pose d'éléments, comme ici l'élément de toiture. Je dirais que la vidéo. Il y a quelques photos de chantier qu'on va vous passer où on voit pas mal les incrustations. On voit ici les incrustations de toiture. Et on voit ici le bloc moteur et par exemple un long mur là, qui est également en bas de votre image à gauche. Donc je vais passer un petit peu toutes ces. On voit le contreventement qui est une photo de nuit là au milieu avec nos jonctions de plat. Et on voit un petit peu des éléments au niveau intérieur quand le pare-vapeur et les éléments sont fermés. On voit les éléments de jonction, on voit les raccords de poutre et donc la contrepoison vient refermer tous ces éléments de poutre. Et on va vous montrer la petite vidéo et on va essayer de terminer. On voit également nos éléments de jonction au niveau des emboîtements, au niveau des poutres et des colonnes. Et voilà une petite vidéo qui montre le montage de Saint-Georges. Donc ici, 3 jours pour la petite maison. On voit le bloc moteur qui vient d'arriver. On a les poteaux poutres qui ont été placés. On a les premiers éléments de mur non évolutifs qui viennent en une pièce et puis les éléments évolutifs qui viennent en plus de petites pièces, comme on voit ici, le dernier pour le pignon, et la toiture qui se fait déplier à l'arrière et qui se fait monter à l'avant. Il va falloir être attentif. Et alors la maison 1, où là, elle est un peu plus grande, donc ça nous a pris 4 jours. 4 jours, une fois que, bien sûr, les fondations et tout sont faites. Donc on voit le poteau-poutre, le bloc moteur qui arrivait avec l'escalier. On voit les premiers éléments ici. On a commencé par les couvre-poteaux.
les éléments qui ont été amenés, la nuit qui fait un peu de buée, et alors l'étage avec, on vient de voir la pose des acrotères, on va voir des murs à l'étage, et on va voir les toitures qui se déplient sur la droite de votre image et qui sont montées directement et qui remplissent. Et donc voilà, ici on voit un système rapidement de montage en charnière qui sont déplacés à plat. Et donc elle est déplacée et levée avec les fixations qui sont déjà prévues en atelier. Une fois qu'elle est jointive, on a les entrées qui sont fixées et alors directement la toiture qui est amenée pour être emboîtée. On a le même système d'emboîtement également sur la toiture, où on le voit légèrement là sur la vidéo. Il y avait un petit peu de vent. Donc, et voilà l'élément qui est lui placé, emboîté tant sur le pignon du côté latéral que sur les murs du côté bas. Donc là, voilà, l'emboîtement du premier était un petit peu plus touchy. Et alors, on voit les bavettes qui sont un peu levées et qui viennent recouvrir les parties du pignon et les parties des murs en bas du fait. Il y a plein de photos et on a plein de choses sur notre LinkedIn, Facebook et Instagram maintenant. Donc, on va vous laisser tous ces codes-là et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les pages. C'est chouette d'avoir des communautés et d'avoir des réflexions. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Voilà nos adresses, numéros de téléphone et tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas si vous voulez qu'on réponde encore des questions. Voilà, on a fini. Bien, mais merci beaucoup Lionel, merci Gaëtan pour toutes ces précisions. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Effectivement, des questions restent encore un petit peu en suspens, mais je propose qu'on s'arrête là pour pas trop éclater le timing. Mais ça n'empêche que, effectivement, je vous renvoie vers le groupe Facebook que nous avons sur la page d'EcoConso. Je vais vous donner le nom directement, on peut le trouver facilement. Donc, ça s'appelle Construire et rénover durable et écologique EcoConso. Vous tapez ça dans Facebook. Je vous accepte bien évidemment. On peut peut-être même imaginer de faire encore une petite prolongation des débats, des questions-réponses par ce biais-là avec Lionel et Gaëtan. Pour la suite, c'était notre dernier webinaire pour l'édition 2020. Des portes ouvertes. La bonne nouvelle, c'est que 2021 est déjà confirmé pour la Wallonie. Donc, rendez-vous probablement au courant du mois de novembre. Date encore à définir, mais nous espérons revenir. Nous l'espérons très fort pouvoir revenir sur un mode physique. Après, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On a également une newsletter si vous voulez rester informés. Je vous enverrai dans la foulée du webinaire un petit mail qui reprend la présentation, qui reprend les différents liens qu'on a évoqués. Et je pense qu'on va clôturer là pour cette soirée. Je vous remercie toutes et tous. Merci au public également qui a suivi cette longue séance malgré tout. Et je vous dis à tout bientôt. Alors, merci à vous. Bonne soirée. Et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne soirée. Oui, au revoir.